Professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma à l'Université Paris-Nanterre, Hervé Joubert-Laurencin est traducteur et spécialiste de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini et des écrits d'André Bazin. Mercredi 14 septembre 2022, il était à la librairie Ombre Blanche autour de la publication aux éditions Macula de son ouvrage « Le Grand Chant, Pasolini, poète et cinéaste » lors d'une rencontre organisée en lien avec la Cinémathèque de Toulouse. Bonne écoute. Voilà, donc ce sera ce soir les derniers moments pour cette exposition que nous avons accueillie de la Cinémathèque de Toulouse depuis le début du mois de juillet. Exposition consacrée à Pasolini à l'occasion de tout ce qu'on doit à Pasolini probablement, mais enfin il est vrai qu'en plus cette année il aurait eu 100 ans, voilà, il aurait eu 100 ans le 5 mars, voilà. Moi, le même jour, j'en ai eu 69, lui, il en aurait eu 100. Mais c'est au moins la chose est partagée, c'est une belle date de naissance. Et donc, cette exposition que nous devons à la Cinémathèque, je rappelle qu'elle vient des archives et elle présente, je crois, une très très grande partie des archives affiches et photos consacrées à ce qui a été trouvé par toute l'équipe de la Cinémathèque pour donner à voir ces images que j'ai souhaité appeler images fixes. Pour une cinémathèque, c'était pas mal de temps en temps de parler d'images fixes. Et à cette occasion, nous aurons eu 3 rencontres, 2 la semaine dernière, une avec René de Secati et on va dire autour des travaux de Secati qui sont plutôt plus littéraires et de ses traductions, et puis le lendemain autour d'un poète complètement vraiment inconnu en France, qui s'appelle Biagio Marine, et on a eu une espèce de vision un peu de biais de Pasolini et de cette obsession partagée par d'autres pour des poésies dialectales. Voilà, et aujourd'hui, ça va être très compliqué de présenter ce livre. Donc on va parler je vais parler avec et nous allons écouter Hervé Joubert-Laurencin nous donner des pistes là dans l'heure et demie qui suit, des pistes sur Pasolini, parce que 800 pages et puis tout ce que vous avez Hervé écrit sur Pasolini depuis longtemps, mais ces 800 pages qui viennent de paraître, voilà, c'est un livre formidable, vraiment magnifique, que je vous le disais tout à l'heure, que je n'ai même pas eu tout à fait le temps de terminer, et qui est un livre extrêmement riche et que je ne peux que vous inciter à lire, parce que voilà, il faut passer du temps. Et ce temps-là, le nôtre tout de suite est limité. Donc je vais essayer d'ouvrir quelques pistes, encore une fois, qui dans cette très grande densité de l'œuvre de Pasolini et la densité de ce que vous avez apporté comme éclairage. Vous l'aurez appelé le Grand Chant, j'y reviendrai tout à l'heure, le Grand Chant, avec des majuscules à l'adjectif et au nom, et puis Pasolini, poète et cinéaste. La première fois, le premier livre qui avait un titre un peu différent, celui que vous étiez déjà venu présenter et qui était publié par les Cahiers du cinéma. Portrait du poète en cinéaste. Oui. Et alors, il est là, je l'ai vu, absolument. Ouais. Voilà, le Grand Chant, c'est donc celui d'un poète et cinéaste. Donc c'est cette conjonction de coordination, est-ce qu'elle, pour vous, elle était évidemment nécessaire ? Dans un entretien que j'ai entendu, dont on dit que peut-être il serait le dernier ou un des derniers, il répond, non, c'est pas François Chalais qui pose des questions. Et c'est les questions. Ah non, c'est Philippe Bouvard. Comment ? C'est Philippe Bouvard. Ah, c'est Philippe Bouvard. Ouais, bon, d'accord. C'est le tout dernier. Alors c'est tout Philippe dernier Bouvard. entretien. Je n'ai pas reconnu la voix. Et Bouvard lui demande, mais finalement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous désigne comment ? Bon, il cite un peu toutes les. Et il répond écrivain. Voilà. Est-ce que. Parce qu'il faut bien peut-être répondre. Je crois qu'il dit sur ma carte d'identité, il est écrit écrivain.
Voilà. Et vous, ce est peut-être beaucoup plus parlant qu'écrivain. Ouais, disons que c'est vrai que ça explique la différence avec le livre de 1995 qui était publié au Cahier du cinéma, parce qu'il est en partie dans ce livre, mais extrêmement modifié. Voilà, donc c'est un livre. Il s'appelait Portrait du poète en cinéaste. Le titre n'était pas de moi, mais je l'avais tout à fait accepté. Je l'avais trouvé magnifique, joycien. Donc c'est une allusion à Portrait du jeune homme. Et il était important parce que c'était un livre entièrement une monographie entièrement sur le cinéma. Et la différence avec ce livre-là, c'est que ce livre-là commence par une longue monographie sur les années de Pasolini avant 40 ans, puisque Pasolini devient réalisateur à l'âge de 40 ans en 1900. Enfin, il commence à travailler à son premier film en 1960. Il est né en 1922 et le film sort en 61 et ensuite en 62. Et puis après, ça ne s'arrête plus jamais d'entre 61 et 75, l'année où il a été assassiné. Et donc, il y a 15 ans de cinéma qui sont des années fondamentales. Et pour moi, faire une monographie, parler de Pasolini cinéaste, c'était aussi dire que il était, et dans ce livre aussi évidemment, il était un cinéaste, mais en même temps c'est un poète, c'est quelqu'un qui vit par la langue, c'est un lettré, c'est un des grands écrivains du XXe siècle, et c'est extrêmement étrange d'avoir à la fois dans la même personne un des plus grands écrivains du XXe siècle, avec un des romans inachevés les plus extraordinaires qui s'appelle Pétrole, avec une œuvre poétique assez grandiose, une œuvre théâtrale très méconnu pendant sa vie, mais qui est devenu un vrai classique pour le théâtre contemporain, en France aussi, beaucoup en France. Donc une œuvre assez gigantesque du point de vue littéraire. Et pour autant, c'est un cinéaste complet. C'est un cinéaste qui n'a pas cessé, entre 61 et 75, de faire des films dans l'industrie du cinéma, avec toutes sortes de formes, des formes plus expérimentales, des formes complètement mainstream. Et donc, il a fait dans tous les genres, des films comiques, des films documentaires, des films... donc, il est un cinéaste complet. Et au fond, c'est très rare. Je crois que, je ne sais pas, peut-être que je ne connais pas certains pays, mais je crois que c'est unique dans la seule personne d'avoir cette reconnaissance, peu importe la reconnaissance, mais disons le travail fait, qui en fait vraiment un écrivain complètement complet, et également un cinéaste complet, parce que c'est très difficile d'un point de vue purement matériel d'être dans une salle de montage, d'être dans un tournage et de continuer à écrire de la poésie et de continuer à être un homme de lettres au sens complet du terme. Je crois que c'est unique dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire du cinéma. Et donc c'est pour ça que ça s'appelait Portrait du poète en cinéaste, parce qu'on ne peut pas parler du cinéaste en oubliant qu'il est en même temps poète, en même temps romancier, en même temps un homme de lettres. Et donc celui-ci s'appelle Poète et cinéaste en toute logique, puisque il y a une monographie de Pasolini poète et Pasolini homme de lettres en général, depuis sa toute jeunesse dans le Frioul jusqu'au cinéma. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais d'ailleurs commencé à écrire il y a très longtemps, mais qui n'avait pas été publié. Et donc, maintenant, ce livre fait un ensemble cohérent, je crois. C'est pour ça que je l'ai appelé Le Grand Chant. C'est le Grand Chant qui résume un peu le chant de Pasolini dans toute son ampleur. Et ce qui est assez compliqué, hein, il a fallu longtemps. Il faut, pour arriver à saisir Pasolini, il faut le prendre très, très précisément, parce que c'est comme lui quand il aimait quand il appréciait les autres auteurs, puisque c'est un des grands critiques littéraires de son époque. Il a toujours dit que ce qui l'intéressait, c'était la page. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il ouvre une page et sur le style de ce qu'il percevait sur un petit morceau, tout de suite, il y avait quelque chose de façon fulgurante qui lui disait ce qu'il allait penser de ce livre. Ensuite, il lisait les livres. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui était en dehors de la lecture, au contraire. Mais c'est la page qui l'intéressait et pas l'ensemble, la structure, l'ensemble, la réputation, etc. Bon, c'est pareil pour Pasolini. Si on veut s'intéresser à Pasolini, on peut dire beaucoup de bêtises, je crois, en disant des choses très générales. Il est ceci, il est cela, il est réaliste, il est... Bon, je crois qu'on peut à l'infini, parce qu'il a il y a eu beaucoup de gloses sur Pasolini, et aussi
de sa part, des gloses magnifiques d'ailleurs sur lui-même dans des entretiens. Enfin, c'était un grand intellectuel et ce qu'il disait sur lui était toujours d'une rigueur et d'une précision et d'une originalité assez stupéfiante. Donc c'est assez facile de parler très vite de Pasolini parce qu'il y a toujours plein de choses intelligentes qu'il a dites sur lui-même et on les reprend. Et voilà. Et moi je pense que pour arriver à aller un peu plus loin, il faut vraiment faire comme les universitaires, quoi. C'est mon boulot, donc finalement ça m'est arrivé pendant longtemps. C'est-à-dire prendre des choses très très précises, analyser un film, un morceau de film, un livre, un poème, et au fond, après les avoir accumulés, parce que maintenant j'ai vieilli, donc j'ai accumulé tout ça, alors on commence à avoir une sorte de vue d'ensemble différente. Voilà. Et donc je pense que c'est un livre général, mais c'est pas ce n'est pas un panorama, quoi. Voilà. C'est assez, pour Pasolini, ce serait presque impossible de faire un panorama parce qu'on serait toujours dans le. Je vise pas d'autres gens pour dire que le mien est mieux. Je dis que pour arriver à parler de Pasolini, il faut entrer dans un détail très très précis au fond parce que c'est toujours extrêmement minuscule et grandiose dans la petite chose. Et avec ça, en accumulant beaucoup, on arrive à avoir une vue d'ensemble, voilà, que j'ai appelé le grand champ. Donc poète et cinéaste, parce que d'abord il y a une grande partie sur principalement la poésie, mais en général l'œuvre littéraire de Pasolini. Ensuite, il y a une grande partie qui parle de tous les films exhaustivement. Et au milieu des deux, j'ai ajouté une troisième partie qui ne pouvait pas exister à l'époque où j'avais travaillé pour le livre des cahiers du cinéma et qui est, que j'avais commencé à travailler plus tard, qui est la participation au scénario. Et là, tout d'un coup, quand on entre dans les archives de Pasolini et aussi dans les archives du cinéma italien, on s'aperçoit que c'était ça a été un immense scénariste, mais alors de façon complètement méconnue. C'est-à-dire, il n'a jamais mis ça en avant. Donc on savait qu'il avait travaillé avec Fellini, avec Bolognini, avec pas mal de gens, pour une dizaine de... Mais là, j'en suis à 48 ou 50, près de 50 participations au scénario, avec les archives et en cherchant l'exhaustivité. Et ça devient, enfin, ça ouvre un paysage très passionnant, même si c'est seulement quelques années avant qu'il devienne cinéaste. Entre les deux, au fond, hein, c'est très simple et c'est très concret, c'est ce qu'il a fait vivre. Hein. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Rome et à partir de 54, il a réussi à vivre, il a arrêté de donner des cours dans une école privée et il a réussi à vivre de son travail écrit. Donc, les livres qu'il faisait, mais ça ne lui rapportait pas tant que ça. Et ce qui l'a fait vivre, c'est les scénarios. Donc, il a travaillé pour beaucoup de cinéastes et pour beaucoup de scénarios. Et c'est franchement très passionnant. C'est très passionnant de s'apercevoir de tous les lieux où il est passé et tout ce qu'il a pu écrire, parce qu'il est toujours... pour moi, c'est un grand scénariste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, indépendamment de sa qualité d'écrivain, avait une qualité de scénariste qui est très particulière. Une capacité à se mettre dans l'histoire des autres, à réinventer des choses très personnelles, mais en même temps qui vont travailler pour le film qui est en train de se faire. Donc c'est très impressionnant. Puis ça s'est quasiment arrêté au moment où il a fait des films. Donc c'est 54-60, c'est pas beaucoup. Hein, c'est 6-7 ans environ de scénario, mais c'est une amplitude que j'aurais pas imaginé au départ. Voilà. Donc du coup, ce livre est en 3 morceaux. Ça peut être 2 morceaux ou 3 morceaux, poète et cinéaste, et puis il y a cet entre-deux qui est cette activité de scénariste. Je n'ai justement pas pu vérifier si dans le précédent, parce qu'il est enfermé derrière la vitrine, si dans le précédent il y avait une partie aussi importante consacrée au scénario. Non. Donc c'est une découverte progressive. Oui, il n'y avait pas du tout dans celui-là. Non. J'ai commencé à faire un premier travail de recherche dans les archives à Florence et à Rome et à Paris, parce que à la Cinémathèque française, finalement, il y avait des choses intéressantes sur Pasolini. Il y avait même des dessins de Pasolini qui, je pense que ça ne peut pas être quelque autre personne que Langlois qui a dû demander à Pasolini de lui donner ces trucs-là, qui étaient des dessins griffonnés, mais qui en fait sont de Hackathon et de Mamaroma, mais qui sont les pages qu'on peut appeler scénarios, mais qui ont été faites pour préparer le tournage des plans. Et qui se trouve à la Cinémathèque française. Il y en avait un morceau à Rome, un gros morceau à Cinémathèque. Donc voilà. Et en 2000, j'avais commencé pour un catalogue
faire cette recherche. Et aujourd'hui, on en sait encore un petit peu plus, puis on en saura encore un peu plus à chaque fois que des gens font des livres entiers sur un domaine précis avec de nouvelles archives. On peut redécouvrir encore, je pense, des choses. Mais là, j'ai réussi à faire connaître les toutes dernières trouvailles aussi de films qui n'ont pas été réalisés, mais des scénarios qui ont été soit projetés, soit écrits, voilà, qui se trouvent dans plein d'archives. Et la dimension d'essayiste, la dimension de théoricien, notamment de théoricien du cinéma, j'allais dire presque des fois de sémioticien. Alors ça, je l'ai moins développé dans le livre parce que c'est par là que je suis entré dans Pasolini. Moi, j'ai commencé il y a 40 ans, quoi, par mon mémoire de maîtrise, je crois. Oui, mon mémoire de maîtrise. Et donc, c'était sur justement des textes de Pasolini sur le cinéma. Donc, j'avais été à Rome à l'époque. Mon papa travaillait à la SNCF, donc j'avais des billets gratuits, donc j'avais pu aller jusqu'à Rome pour pas cher. Et là, il y avait des choses totalement inédites que m'avait donné Laura Betti, comme ça. Avant de m'engueuler, bien sûr, puisque Laura Betti a toujours insulté tout le monde au bout d'un moment, mais elle était en même temps une personne étrange. Hein. Laura Betti, qui était donc l'actrice, une des actrices de Pasolini, et qui a développé après sa mort à la fois un fantasme de lui-même et de sa vie avec lui, et d'autre part un vrai travail d'archivage. Ça a été la première à faire une association, à faire et il reste toujours un fonds qu'elle a donné à la Cinémathèque de Bologne, qui aujourd'hui peut se voir à la Cinémathèque de Bologne. Et je me rappelle quand j'ai fait un travail sur Salo, c'était très 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 important parce que il y a une chose qui se trouve là et qu'elle avait fait avec d'autres, c'était récupérer tous les articles qui parlaient de Pasolini classés par année. Et ça, c'est très, très, très utile parce qu'on racontait que Salo avait été un tournage secret, tenu secret, etc. Puis, quand on regarde la presse, on s'aperçoit qu'il y a au moins 6 ou 7 reportages de gens qui racontent qu'est-ce qui se tourne, où, dans quelle maison, à quel endroit, etc. Donc, c'est toujours intéressant de retrouver les archives. Voilà. Et donc, elle m'avait donné des choses inédites qui étaient les premières critiques de cinéma de Pasolini et qui, après, ça a été mon premier livre. J'ai publié les écrits sur le cinéma de Pasolini. Et les écrits sur le cinéma, ouais, peut-être. Ouais. Ah oui, je les vois. Et ça, c'est il y a très, 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 très longtemps. Et les écrits sur le cinéma, c'était donc ses premières critiques. 87, je crois, le livre, mais j'avais commencé avant. Et l'autre partie, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire de la théorie du cinéma. Et donc Pasolini, assez tôt, a décrété qu'on pouvait faire la sémiologie du cinéma. C'était une époque où on en parlait à peine. Et donc cette idée de sémiotique ou de sémiologie, qui allait devenir ensuite une histoire de professeur à l'université, qui allait être développée par Christian Metz. Puis il y avait Roland Barthes et Umberto Eco et Christian Metz, en gros, à l'époque. Et Pasolini est une espèce de Ludion qui passait là parce que lui, c'était le grand artiste, le poète, le cinéaste, et en même temps, il se mêlait de choses qui n'étaient pas encore officielles. On n'avait pas encore amassé des thèses et des livres sur la question. Et il y avait une possibilité, c'était d'imaginer que le cinéma pouvait être traité par la sémiologie, la science des signes. Et Pasolini, comme l'a compris très longtemps après Deleuze, c'est le seul qui a vraiment compris ce qu'avait voulu faire Pasolini et ce qu'il avait fait, parce qu'il a été très, très méconnu et très mal compris des sémiologues tels que ça s'est institué par la suite. En fait, c'était une espèce de philosophie du cinéma qu'il a inventée en quelques années, qui était très belle. Donc, il y a une pensée théorique de Pasolini qui est très belle sur le cinéma et qui se trouve résumée dans son livre qui s'appelle Empirisme hérétique, qui a été traduit L'expérience hérétique en français, Empirismo heretico. Voilà, c'est donc c'est pas par hasard. Voilà, c'est pas un théoricien par hasard. Et donc le nouveau livre permet aussi peut-être de le comprendre. C'est qu'il vient de quelque part qui est un autre univers, qui est l'univers de la pensée littéraire. Et Pasolini avait lu Auerbach, avait lu Curtius, avait lu Spitzer, il avait fait des études de philologie romane, et donc il avait tout un background de connaissances théoriques très très approfondies au fond.
et qui était du côté de la littérature, enfin qui s'intéressait à la littérature. Donc quand il a fallu s'intéresser au cinéma, il avait déjà toute cette pensée conceptuelle, disons, qui pouvait s'appliquer au cinéma et qui est passée par une pensée sémiotique, mais d'une sémiotique hérétique là aussi, peu semblable à celle de son époque. Mais véritable. Cette connaissance de la littérature, lui donne aussi une très profonde connaissance du poème et de la poésie. Et bon, il a été question ici, la semaine dernière, par 2 fois, de cet intérêt pour les langues et pour les poésies dialectales, et aussi pour les langues du Sud, pour le provençal. Vous y faites référence dans la première partie, ou la langue friulane, ou le provençal. Ou même dans le titre. Voilà. Puisque le grand chant, ou même le grand chant, c'est le chant des troubadours. C'est ça, qui est le chant des troubadours, mais un chant d'amour. Donc là, on est plutôt dans une acception de poésie plus pacifique, plus heureuse. Alors même que quand vous employez, quand vous cherchez des titres pour vos livres, on est sur en 2005 le dernier poète expressionniste. Ça ne donne pas, on n'est pas tout à fait dans le troubadour, ou bien en 87 écrit sur le cinéma Genèse, un penseur hérétique. Voilà, et donc on est dans des exceptions qui désignent quand même un certain refus, une colère. Il y a un refus évidemment chez les expressionnistes, et ne parlons pas des hérétiques. Voilà, peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots de ces 2 mots ou autres que vous employez, alors que c'est vrai que le grand chant, c'est une autre figure. Alors c'est une autre figure, mais elle est très fondamentale. Pasolini a inventé sa première poésie, est entré en poésie par le frioulan, et le frioulan, c'est le dialecte du Frioul, lieu où est née la famille de sa mère. Alors il y a un jeu de savoir si c'est sa langue maternelle. En fait, moi je pense que ce n'est pas sa langue maternelle, au sens où une langue maternelle, c'est celle qu'on a appris à babiller et que votre mère vous a appris. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, comme j'essaye de le résumer rapidement. Sa mère était bien frioulane, mais elle parlait vénitien, quand même, avec la petite bourgeoisie locale. Elle était institutrice, donc elle apprenait l'italien standard, l'italien à ses élèves. Et puis, elle parlait avec les gens du village, elle parlait frioulan. Mais enfin, un des frioulans. Et Pasolini ne parlait pas frioulan, personnellement. Il a appris le frioulan avec un dictionnaire italo-frioulan. Et pour ses premiers poèmes, on sait aujourd'hui que l'archéologie de ses tout premiers poèmes, il les a écrits en italien et il les a traduits en frioulan. Alors ensuite, il les met en bas de page en italien, mais ses premiers poèmes en frioulan sont des poèmes non pas d'une langue maternelle au sens d'une langue pratiquée comme ça, mais d'une langue au contraire voulue, inventée, mais au sens de l'invention des troubadours, justement. C'est-à-dire, on invente, il y a une invention fondamentale. C'est l'invention de la langue en même temps que l'invention du poème. Et donc le dialecte, c'est d'abord un poète dialectal. C'est ce qui vous explique que la semaine dernière, vous avez reçu quelqu'un qui vous a parlé de Biagio Marine pour parler de ce livre génial. Dont je crois qu'on va refaire une soirée ensemble à la Maison de la Poésie. Oui. Et puis j'ai écrit sur ce livre que j'ai trouvé de part en part magnifique, vraiment incroyablement bien fait, une amitié poétique. Donc j'en ai rendu compte dans En attendant Nado, le site de critique littéraire. J'ai fait une série de 4. Ce matin vient de sortir la 4e et dernière partie qui rend compte de la correspondance, parce que j'ai voulu essayer en cette année de centenaire. J'ai proposé à cette revue de faire 4 numéros sur tous les livres qui sortaient en italien et en français, parce qu'il y en a énormément qui sortent pour le centenaire de Pasolini. Voilà. Et la correspondance, il y a une nouvelle correspondance de 1300 lettres, alors qu'on n'en connaissait que 960. Donc il y a plein de choses nouvelles, très passionnantes. Alors malheureusement en italien, pour ceux qui parlent pas l'italien, c'est dommage, mais c'est vraiment très passionnant. Et Biagio Marine, donc, qui était quelqu'un de plus vieux que Pasolini, mais qui était un poète dialectal aussi d'une partie du Frioul, plus près du golfe de Venise, le lieu où Pasolini a tourné Médée, et il a tourné des plans de Médée
parce que c'était le rapport chtonien, vraiment le rapport avec la terre et avec la mer et avec le soleil. Donc ce rapport fondamental et archaïque avec la terre, la mer, le soleil, en réalité, il vient de Biagio Marine. C'est quand même la grande découverte, quand on ne connaît pas Biagio Marine, de ce livre, qui explique très très bien ça par à la fois les préfaces, les textes, les textes de Massimo Cacciari, que je trouve magnifiques. Bon. Et Biagio Marine, c'est à tomber par terre quoi, comme poème. Donc ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que c'est comme avec Sandro Penna, c'est que là on a Pasolini en tant qu'amoureux. Et ça explique peut-être cet apport qui n'est pas le Pasolini violent ou le Pasolini hérétique ou forcément ou provocateur, je ne sais quoi. En même temps que cette force brutale contre le monde, hein, où rien de mauvais ne peut passer, il faut se battre avec ce qui est fasciste, il faut se battre avec ce qui est insupportable, etc., avec ce qui est laid au fond. Ça va parfaitement, sans aucun problème, avec un Pasolini d'une douceur absolue et d'une sorte d'enchantement devant la beauté, devant le ciel, devant la mer, etc. Et donc il y a ce Pasolini qui est très fondamental au fond, quand on le lit beaucoup, c'est évident. C'est un Pasolini amoureux, c'est-à-dire que et admiratif. Ce qu'il écrit sur Penna en disant que c'est le plus grand poète italien, il le dit un peu de Biagio Marine aussi. C'est le plus, il lui écrit des lettres en lui disant mais tu es le plus grand poète d'aujourd'hui. Voilà. Et donc cet exercice d'admiration n'est pas du tout forcé. C'est une constante dans les rapports de Pasolini avec le monde. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il le dit de façon extrêmement simple dans certaines interviews où il raconte, où il dit pour moi, tous les gens qui sont devant moi sont comme des pères et des mères. Je sacralise, je fétichise les hommes et même les chiens. Enfin, je suis incapable de tutoyer un chien. Voilà. Il dit j'ai un respect absolu devant toute personne qui se trouve devant moi, qu'il soit riche ou pauvre, quoi qu'il soit. Et je ne peux même pas tutoyer un chien. Donc cette relation-là, ça va tout à fait avec le grand chant d'amour des troubadours, quoi, et le rapport de Pasolini avec la Provence, au sens de, moi j'ai trouvé l'explication, le résumé le plus beau pour moi, c'est Jacques Roubaud, la façon dont Jacques Roubaud explique ce que c'est que la première poésie d'amour européenne et qui remonte à un petit triangle en Provence dans lequel on invente la sextine et dans lequel on invente une forme très très précise pour réinventer le sentiment amoureux. Et donc on invente la poésie d'amour tout simplement et c'est la première grande littérature européenne au fond. Voilà, c'est ça la thèse de Jacques Roubaud. Moi, je la trouve tout à fait juste. Et je suis comme Pasolini, je trouve que c'est immense. Moi, je me souviens d'avoir fait des études de lettres à Lyon avec des professeurs justement d'anciens Français, quoi. Et pour moi, c'est une chose magnifique. La poésie des troubadours est une chose incroyable. Et pour Pasolini aussi. Et donc, Pasolini a volontairement affilié son chant au grand troubadour, à Guillaume d'Aquitaine, à Père Vidal, la première poésie européenne, quoi, qui n'est pas, donc, comme vous le dites, pas une poésie politique, pas une poésie de subversion, pas une poésie d'attaque, mais au contraire, une poésie d'amour profondément et d'amour et de fusion avec le monde. Donc ça, c'est quand même un fond chez Pasolini qu'il faut rappeler et qui est très facile à retrouver dès qu'on entre en profondeur dans son œuvre. Pas si facile au fond quand on le prend en surface parce que il reste une espèce d'image scandaleuse, provocatrice, qui paraît même étrange. Hein. Moi, je me souviens que son cousin Nico Naldini, qui donc avait grandi avec lui, il connaissait très très bien et qui est son meilleur biographe,
racontait que finalement, lui, Pasolini, il y a un moment dans sa vie où il y a une espèce de double, de fantôme qui s'est collé à lui. Aujourd'hui, on dirait un fantôme médiatique en quelque sorte, hein, une sorte d'aura de scandale qui s'est collé à lui, dont il n'a jamais pu se défaire, mais qui le faisait souffrir au fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est pas si facile il faut gratter un peu la surface de l'apparence qui nous est renvoyée de Pasolini, parce qu'il y a un fond qui est au contraire d'une extrême douceur, d'une extrême relation fusionnelle avec le monde, qui est un rapport de poète pur, et qui est aussi dans ses films. Voilà. Je reviens à un dernier poète expressionniste, parce que peut-être on va vous écouter là-dessus, mais je saisis le mot scandale. En 1975, et à propos de Salo, une question lui est posée sur le scandale. Et il dit « Scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. » Ça, on pourrait dire que ça pourrait appartenir à un poète expressionniste, on va dire dans les années 1910, ou juste avant ou juste après la guerre. Et alors, donc, il y a presque ce goût, ce penchant naturel vers ce que vous disiez, vers la poésie, vers le chant troubadour, et puis quand même aussi cela. C'est ça, être dernier poète expressionniste. Il y a quand même 200 pages de Joubert Laurencin là-dessus, mais alors, en 30 secondes ou 2 minutes et demie. C'est difficile. C'est un expressionnisme particulier. Oui. D'abord, c'est lui qui se nomme d'une certaine manière comme ça, en inventant un titre de scénario. Donc c'est un scénario qui n'a pas été tourné, que j'ai traduit, qui se trouve traduit à la fin du livre d'ailleurs, qui s'appelle Le dernier poète expressionniste, que je trouve assez beau. Et il lui donne le prénom, le héros, il lui donne le prénom de son frère. C'est un poète. Et donc on voit bien que c'est, comme toujours chez Pasolini, également autobiographique. Enfin, c'est une figure d'identification. Donc on peut dire qu'en nommant en inventant ce titre, il se nomme lui-même le dernier poète expressionniste. Donc ça m'avait paru assez juste pour lui. Je ne sais pas comment l'expliquer. Sans doute que ce rapport de fusion avec le monde, c'est aussi un rapport une pierre de touche, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que j'aime bien chez les gens, c'est quand il y a une sorte de pureté qui vient d'un travail de tous les instants pour vivre avec le monde tel qu'on doit le faire, selon sa propre pensée et pas celle des autres. Donc un total refus du conformisme, un total refus de la bourgeoisie, de toute forme de bourgeoisie, de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Donc, et ça, c'est profondément une vision poétique d'abord, bien plus que politique. Et après, tout se déduit. C'est-à-dire qu'après, les choses deviennent dures, expressionnistes, politiques, apparemment scandaleuses, parce que toutes les lâchetés du monde viennent se taper sur des gens qui sont comme des pierres, comme ça. Et voilà, c'est ça qui arrive à Pasolini. Donc il y a cette forme expressionniste parce que le monde, lui, est très dur. Le monde est minable. Le monde est souvent... c'est dans un Rivette que j'ai entendu ça, Le Pont du Nord. Je me souviens encore de ce dialogue magnifique où Bulogier et sa fille ont couché dehors à Paris. Elle se lève, il fait beau dans un marché, et elle hume l'air comme ça, et elle dit, et Bulogier dit, le monde est petit aujourd'hui. Et j'adore ça, cette réplique. Et voilà, le monde est petit. Donc, quand il y a quelqu'un, non pas de grand, mais quelqu'un juste de dur, qui ne bouge pas, et qui ne plie à rien, qui ne se plie à rien, alors le monde ne cesse de se taper contre lui. Ce qui explique qu'ensuite, la forme d'expression de ce qu'il vit devient violente. Voilà, une vie violente, d'ailleurs. C'est aussi un titre d'un de ses livres, et que j'ai utilisé là récemment pour présenter une rétrospective de ses films au Festival de La Rochelle. La vie est violente et l'espérance est violente. Hein. Apollinaire, c'était l'un de ses poètes préférés. C'est une chose que j'ai repérée récemment, qui m'a même pas surpris, mais qui m'a enchanté au contraire. Ouais, donc la vie est lente et l'espérance est violente. Ça, c'est Apollinaire.
Et ça consonne parfaitement avec Pasolini, et on l'entend dans ce roman qui s'appelle Una vita violenta, une vie violente. On pourrait dire aussi que le mot expressionniste se rapporte, si ce n'est à un courant, du moins à des artistes, à des poètes, à des écrivains qui ne réfutent pas, au contraire, qui affrontent l'histoire. Ils sont dans l'histoire, ils le disent, ils l'affrontent. Or, chez Pasolini, le mot histoire dans lequel il est embarqué, vous avez évoqué son frère, qui est, on va dire, peut-être le début de l'histoire, du moins dans son acception tragique, et qui peut-être vient un peu renverser le côté pacifique de la langue maternelle dans laquelle il installe sa poésie. Donc ce mot histoire, à un moment donné, et notamment encore à propos de Salo, il dit ce film, Salo, veut démontrer, j'espère que je ne grille pas sur la présentation du film, donc ce film veut démontrer l'inexistence de l'histoire. Bon, j'ajoute ça, parce qu'il le dit avant, du moins dans son acception occidentale ou européenne. À propos de Hegel, vous le citez aussi dans le livre, je suis contre Hegel. Bon, évidemment, c'est plutôt sur la question de la dialectique. La dialectique n'est plus ternaire, mais binaire. Voilà, donc j'avais envie de vous demander évidemment, ça va être très difficile de le dire dans un temps limité, mais quelles évolutions majeures, justement, à propos de l'histoire, depuis son engagement marxiste, qu'il ne quittera jamais d'ailleurs, et surtout par la médiation gramscienne, cet engagement, à la fois qu'il ne quitte pas, mais qu'il déforme suffisamment pour dire, je répète, donc, ce film veut démontrer l'inexistence de l'histoire, ce qui est quand même... Ce qui est très surprenant, et que ça se termine comme ça. Oui, c'est compliqué. Donc vous l'avez dit, en fait, vous l'avez dit. C'est d'abord il y a l'histoire qui percute la vie personnelle de Pasolini. Je pense que l'histoire le percute avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Résistance. Il ne va pas dans le maquis, mais son petit frère part dans le maquis. Mais son petit frère est tué dans le maquis. Son corps revient 4 mois plus tard parce qu'il a été massacré dans une histoire vraiment déjà... une histoire de Yougoslaves, au fond, puisque ce sont des communistes italiens, italiens sous ordre des titistes, qui tuent son frère. Donc il a été tué par d'autres résistants et pas par les nazis fascistes. C'est une chose extraordinaire, parce que ça veut dire que l'histoire a percuté Pasolini d'une manière terriblement violente. Parce que ça veut dire que tout l'héroïsme de la résistance dont il va parler dans ses poèmes, qui pour lui est très important, son engagement dans le Parti communiste, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été très, très fulgurant jusqu'à ce qu'il a failli devenir pas un dirigeant, mais sans doute un cadre du parti. Il a été à l'étranger, il a été à Moscou pour un congrès, etc. Enfin, comme il était un intellectuel dans une région où il n'y avait pas tant que ça, je pense qu'il aurait grandi très vite dans les cadres du Parti communiste italien, sauf qu'il était homosexuel, qu'il a été dénoncé pour fait d'homosexualité et attaqué sans aucun doute parce que justement il était déjà un militant communiste qui gênait l'autre camp, et il a été éjecté du Parti communiste en tant que décadent bourgeois, parce qu'il était homosexuel, et viré de l'éducation nationale. Donc il a perdu son emploi et son parti. Donc, voilà. Mais avant cette histoire, et ensuite il a dit, comme tous ceux à qui c'est arrivé, je resterai communiste. Enfin, vous me mettez dehors, mais je resterai communiste. Bon. Alors après, communiste, c'est vraiment dans un sens pas un sens de parti. Il n'y a jamais eu une once de stalinisme chez Pasolini. Jamais. Toute forme de stalinisme est totalement exclue de la possibilité même de son engagement. Mais avant, donc ensuite, il sera. Parfois, on dit que c'est un camarade, un compagnon de route du Parti communiste, ce qui est à la fois vrai et faux d'une certaine manière. Il était un compagnon de route extrêmement gênant pour le Parti communiste. Bon, voilà. Mais il a toujours dit qu'il était marxiste sans avoir jamais été un théoricien du marxisme, bien sûr. Mais il y a cette histoire précédente qui est quand même énorme, quoi. Cette histoire précédente, c'est qu'avant d'adhérer au Parti communiste, pour d'autres raisons, parce que il militait dans un endroit où les gens étaient quasiment analphabètes et qu'il y avait pour lui quelque chose de fondamental de faire ce travail, et il avait lu Antonio Gramsci et ça lui importait. Mais en même temps,
il a participé au procès de crimes de guerre contre son frère, et c'était bien des communistes qui ensuite ont été, d'ailleurs, se sont exilés de cette région, et c'était un crime de guerre entre maquis. Donc cette chose est quand même énorme, hein. Quand il dit « je suis contre toi et avec toi », c'est pas de la rigolade, c'est pas de la rhétorique. Donc il y a quelque chose de fendu à l'intérieur dès le début dans sa relation politique. Voilà, donc je dis qu'il est percuté par l'histoire, par cette histoire que je développe beaucoup, parce que pour moi c'est fondamental. Il y a l'idée d'une trahison. Et pour moi, au fond, longtemps après, je me dis qu'il a eu une sorte, je n'allais pas dire de la chance, parce que c'est une tragédie comme ça de perdre son petit frère, mais il a eu cette lucidité qui lui a été donnée, qu'ont très bien compris pendant la guerre d'Espagne tous les anarchistes, par exemple. Ils ont compris qu'il y avait une trahison communiste. Voilà. Et lui l'a compris dans son propre corps, dans sa famille, dans la tragédie personnelle qui lui est arrivée. Donc ensuite, la relation avec ce qui se passe, les engagements sont lucides. Enfin, ils sont déchirés en même temps, et contradictoire. Donc ça, voilà. Alors après, cette déflagration, en quelque sorte, vous comprenez, ça fait beaucoup. Hein. D'abord, on tue son petit frère, et ensuite, et n'empêche qu'il va dans le parti pour des raisons tout à fait objectives, et on le met dehors pour homosexualité, pour son propre éros. Donc c'est énorme. Et après, cette déflagration, au fond, a continué toute sa vie jusqu'à la fin où ce qu'il dit là, au moment de Salo, l'histoire n'existe plus. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre Salo, au fond. Hein. C'est une pensée quand il parle de l'anarchie du pouvoir, voilà, inexistence de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il faut le comprendre exactement comme Shakespeare. C'est-à-dire, la vie est pleine de fureur, hein, de bruit et de fureur. Voilà, le monde, l'histoire n'a pas de sens, ce n'est que du bruit et de la fureur. Bon, il est exactement sur cette ligne, disons, de Shakespeare à la fin de sa vie, et tout ça à l'issue d'une longue déflagration qui lui fait réfléchir à l'histoire, regarder où sont les fascistes, où sont les antifascistes, les vrais, les faux, etc. Et donc avec une sorte de, non pas extra-lucide, mais d'immense lucidité sur qui dit quoi, comment, et il ne cesse d'intervenir sur des choses très précises. Et à la fin, la conclusion, c'est ça, c'est le monde, c'est du bruit et de la fureur. Il n'y a pas d'explication possible, il n'y a pas de rédemption dans l'histoire, il n'y a pas de grande histoire qui va expliquer tout, c'est impossible. Et voilà. Et oui, Salo exprime ça aussi. C'est pas là. Alors Shakespeare, vous en parlez aussi beaucoup dans le livre, puisque il est de plus en plus cité aujourd'hui comme une référence incontournable pour Pasolini. Et effectivement, ce qui va probablement les lier, c'est ce regard sur le pouvoir. Hein, Shakespeare, c'est le théâtre du pouvoir. Et toujours à propos de Salo, il l'exprime, il dit c'est un film sur le pouvoir, c'est un film sur l'anarchie du pouvoir. Ce que veut le pouvoir est totalement arbitraire. Plus loin, il écrit, ou il dit encore, le pouvoir, constitue de nouvelles valeurs aliénantes et fausses, celles de la société de consommation. C'est son thème à la fin de sa vie, qui aboutit à ce que Marx nomme un génocide des cultures vivantes, réelles et précédentes. On parlait de Biagio Marine, voilà, et un génocide. Voilà, génocide culturel, oui. Alors, Marx n'a pas pu l'écrire. Hein, j'ai toujours été frappé par cette idée de génocide culturel. Évidemment, génocide est un mot qui a été inventé en 1945 par Lemkin. 43, un article en 43, mais Pasolini dit il y a génocide dans le manifeste du Parti communiste, qui est quand même une autre époque. Et alors,
c'est lui qui rajoute ce terme de génocide après coup, en parlant de génocide des cultures populaires. C'est ça l'idée. Donc, en fait, l'idée n'est pas de génocide au sens où on l'entend aujourd'hui, de façon extrêmement précise, parce qu'aujourd'hui, on est très précis quand on parle de ça. Là, il n'est pas question de génocide au sens propre, il est question d'une métaphore qui parle de la fin des cultures populaires. Voilà, c'est ça, de l'écrasement des cultures populaires ou la disparition de la culture populaire, ce qui est une chose qui intéressait, disons, des gens comme Foucault. C'est ça qui intéressait Foucault, c'est de savoir s'il y avait des forces qui existaient encore dans la culture qui ne soient pas des forces bourgeoises, qui ne soient pas des forces intellectuelles, mais qui soient une culture véritable. Bon, Pasolini, lui, était absolument, non pas fasciné, mais absolument passionné, comme un ethnologue, par tout ce qui pouvait être une invention, donc une invention poétique, une invention langagière, une invention corporelle, une invention à tous les niveaux de culture populaire, quelle qu'elle soit. Quand il se promenait dans le monde, ce qui l'intéressait, c'était ça et rien d'autre. Bien sûr qu'il a toujours été un vrai lettré, lisant les plus grands livres, les cultures les faits culturels les plus sophistiqués. Mais ce qui l'intéressait fondamentalement, en poète, disons, c'était les cultures populaires. Et donc, c'est pour ça qu'il souffre tellement à partir des années 60. Et c'est pour ça que nous souffrons tellement, encore plus aujourd'hui, et qu'on n'ose pas imaginer ce qu'il supporterait aujourd'hui. On n'ose pas imaginer comment pourrait vivre Pasolini aujourd'hui, tellement c'est tellement difficile de savoir ce que c'est qu'une culture qui aujourd'hui ne passe pas non seulement par l'élitisme, mais par la télévision, par les médias de masse. Donc, je crois qu'il serait dans une souffrance énorme, parce que là, la culture populaire, c'est presque obscène d'en parler. Enfin, c'est presque, on dirait que ça n'existe plus, alors qu'évidemment, ça existe forcément. Mais il faut faire un travail, je ne sais pas, d'ethnologue, d'archéologue, pour arriver à dire il y a des gens qui parlent d'une autre manière que la chose moyenne, quoi. C'est-à-dire qui ne parle pas comme tout le monde et qui pourtant fait groupe. Ouais, la culture populaire, ça, c'est très simple. Ça a duré pendant des milliers d'années, comme disait Pasolini, et puis en 50 ans, ça a disparu. Voilà, c'était ça le malheur de Pasolini, c'est d'avoir vécu dans cette période où on pouvait voir des gens qui avaient des relations entre eux qui pouvaient être la même qu'il y a 3000 ans, et puis 50 ans plus tard, ça a disparu parce qu'ils parlent comme les autres et tout le monde est dans une façon de parler, d'être, de se regarder qui est la même. Voilà. Donc... Je crois qu'à propos de ce mot génocide, il y a peut-être une... Je voulais juste dire que ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a créé le mot génocide, donc Raphaël Lemkin, en fait, est partie de l'idée de génocide culturel, puisqu'il l'a dénoncé en 1941 à propos des Arméniens, en disant il va se passer la même chose pour les Juifs. Et on a détruit une culture. Et en fait, c'est détruire une langue, détruire... Voilà. Oui, donc les deux sont liés. Voilà. Même si génocide culturel est une métaphore, les deux sont liés. C'est-à-dire que si on commence par un génocide culturel, voilà, si on arrive à commencer le génocide culturel, le vrai génocide peut suivre. C'est donc fondamental, ces histoires de... Alors, on va continuer autour de cela, mais en faisant un tout petit pas de côté, à la fois actuel et, bon, malheureusement actuel. Hier soir, peut-être en hommage à ce deuil récent de la disparition de Jean-Luc Godard, j'ai regardé JLG pour la, je sais pas, 3e, 4e fois, ça n'a pas d'importance. Et dans ce film, il dit, ça m'a beaucoup saisi, parce que j'étais dans la compagnie de Joubert-Laurencin et de Pasolini, et donc et Godard, dont on sait que ça n'a pas toujours été évident, les liens avec Pasolini, et inversement. Et Godard dit, c'est en 95, il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il est donc de la règle de l'Europe que d'organiser la mort de l'art de vivre, des arts de vivre qui fleurissent encore à nos pieds. J'en ai un peu la chair de poule en disant ça. Voilà, c'est très étrange quand même, tout d'un coup, ces retrouvailles, on va dire 20 ans après. C'est fulgurant, et quand Godard est fulgurant, il est presque pasolinien, quoi.
Je veux dire, Godard, parfois je l'aime pas et parfois je l'aime beaucoup. Histoire du cinéma, pour moi, c'est le plus grand film de montage que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un sommet extraordinaire. Voilà, il y a des choses que j'aime pas chez Godard, mais il y a les histoires du cinéma. Ouais, c'est une chose pour moi énorme. Et puis bien d'autres choses chez Godard, mais tout n'est pas bon pour moi. C'est un cinéaste totalement inégal. Ou c'était, pardon. Et donc, il a des fulgurances également dans les. Bon, il prophétise, mais il prophétise de manière non. Il prophétisait de manière non savante. Donc, c'était toujours très curieux. C'est l'inverse de Pasolini, parce qu'il prophétisait de façon non savante. Donc, tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Voilà, c'est comme ça que je vois. Alors, vous vouliez justement dire une. Ouais, je voulais citer un truc parce que je voudrais retenir que les choses géniales, quoi. Et donc, ça n'a pas été si difficile avec Pasolini. En fait, je crois qu'ils n'auraient eu aucun problème pour travailler ensemble. Et ils l'ont fait au moins 2 fois dans leur vie. Rogopa. Ils se sont croisés, voilà. Et ensuite, ils ont parlé l'un de l'autre. Pasolini l'a traité de quoi? De bureaucrate dans un texte, je crois. Et puis de gestuel. Enfin, je sais pas. Mais c'est franchement. Alors c'était assez négatif, mais négatif quand il y a de quoi faire, hein, quand il y a quelque chose à dire. C'est pas négatif au sens de c'est un con ou bon. C'est vraiment il est sur une position que je n'ai pas ou là où je ne suis pas, mais il y a quelque chose d'intéressant. Et donc oui, j'avais envie de vous lire, c'est une petite note de bas de page que j'ai faite, page 667, note 14, puisque la correspondance traduite en français ne donne pas les réponses des destinataires de Pasolini, seulement les lettres de Pasolini. Donc il y a une réponse de Godard à Pasolini dans une lettre que je trouve très très belle et qui n'est pas dans la traduction française de la correspondance, qui est aujourd'hui un peu ancienne, chez Gallimard, qui est sortie il y a 30 ans chez Gallimard. Et donc, je l'ai traduite, puisque à peu près toute la lettre. Et c'est une lettre de Jean-Luc Godard au moment où, justement, ils devaient travailler ensemble parce qu'ils ont fait 2 fois ensemble des films à sketch. Donc, chacun a fait un petit morceau. Vous savez, des courts-métrages. Donc, Rogopag avec la ricotta. Il y avait Le Nouveau Monde, un court-métrage de Godard à l'intérieur du film. Et puis ensuite, un autre projet qui était un projet de Vangelo 70, c'est-à-dire l'Évangile 1970, où chacun des cinéastes devait prendre un morceau de l'Évangile et le mettre en image. Et là, il y en a une de Godard et une de Pasolini. Et Pasolini, à ce moment-là, a eu l'idée de faire et ça ne s'est pas fait. Mais il a eu l'idée de faire une table ronde avec les cinéastes, donc des cinéastes post-68, hein, et lancé dans un processus révolutionnaire. Donc Bertolucci, Godard, Pasolini était là, et je ne sais plus qui était le 4e, je crois qu'il y en avait 4. Et donc il voulait faire une table ronde. Et qui parlent entre eux et qui discutent de je sais pas quoi, de la Révolution et du Christ ou quelque chose comme ça. Il voulait le filmer et en faire l'introduction du film. Voilà. Et donc il a essayé de les rassembler, puis ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour se retrouver ensemble, et ça ne s'est pas fait. Donc autant qu'on le sache, ça n'a pas été tourné. Maintenant, vous savez, comme dit Zenzits, on ne sait jamais ce qu'il y a dans les archives. Hein, peut-être, on ne sait jamais, peut-être que ça a été filmé et qu'un jour on retrouvera un rush de ça. Mais en tout cas, il y a une lettre de Godard qui répond à la lettre de Pasolini qui lui dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour venir faire ce truc ?» Et là, il lui parle de son film « Oedipe Roi ». En 67, donc c'est une lettre d'octobre 67, et voilà ce que dit Godard. Je voulais vous le lire pour que ça soit un dialogue d'outre-tombe, hein, puisque comme ça, celui qui a choisi de mourir peut parler d'outre-tombe à celui qui n'a pas choisi de mourir et qui a été assassiné. Si j'ai été un peu déçu en voyant ce film pour la première fois, donc c'est Oedipe Roi, c'était que je me croyais en avance sur lui. En fait, Oedipe était parti derrière moi, de loin, de profond, et maintenant je sens qu'il me dépasse lentement, piloté par l'esprit joyeux de Ninetto, qu'il est déjà loin devant moi, se rendant au bal costumé de l'histoire, retrouver Marx, Freud et Toto.
Camarades et amis, je vous écris aussi pour vous dire que je pense venir à Rome vers le 10 octobre pour parler du Vangelo 70, donc Évangile 70. Voilà, c'est tout petit, hein, mais c'est beau, je trouve. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette petite réponse de Godard, qui est très généreuse. Hein. Ça ne ressemble pas beaucoup à l'idée qu'on se fait de Godard, qui est quand même un peu acariâtre et méchant et tout ça. Mais là, au contraire, on a une petite lettre d'une gentillesse extrême et engagée dans quelque chose, quoi. Et qui dit, c'est pas pour dire que Godard dit du bien d'un film de Pasolini et qui dit que Pasolini, tu es meilleur que moi, tu me dépasses. Hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas pour ça que ça me plaît. Ça me plaît parce qu'il y a cette idée du bal costumé de l'histoire. Ils se rendent au bal costumé de l'histoire avec Marx, Freud et Toto. C'est beau. Donc ça, on pense à Uccelacci Uccellini et donc à Oedipe Roi. Voilà. Alors Godard, lui, on va dire qu'il a été épargné toute sa vie de mauvaises critiques par la revue dans laquelle il a travaillé longtemps, qui s'appelle Les Cahiers du cinéma. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'écart. Jamais. Voilà, jamais. Godard. Voilà. C'est vrai. Et par contre, Pasolini, c'est pas tout à fait le cas. Et voilà, vous allez voir où je voudrais en venir. Bon, parce que vous citez largement Danet dans son article sur Théorème que j'ai retrouvé et que, à dire vrai, j'ignorais. Et voilà, je lis juste la fin de l'article, hein, en 1969. 1969, voilà, 68 est déjà passé, évidemment. On en a parlé tout à l'heure. La seconde partie de Théoréma, c'est un peu comme ce serait beau si un film avait une action. La famille est le symbole du bon public, il n'ira plus au cinéma. Alors ça fait référence au début de l'article, donc il faut le lire intégralement. Mais ce qui est symbolique est toujours fragile. La récupération, entre parenthèses, réaction, veille. Alors, possibilité enfin de voir en Théoréma une réflexion sur la fonction de cinéaste. Pasolini, par exemple. Trop intelligent pour être sans remords, pourvoyeur de drogue, entre parenthèses, l'art est laissé, aussi et surtout, prends-toi ça, trop complice de ce qu'il dénonce. Là, condamné à plaire, même et toujours, pour la dernière fois. Pour la dernière fois, c'est en caractère gras. Serge Danet. L'article est glaçant, hein, vraiment. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est une raison, mais dans le livre d'Hervé Joubert-Laurencin, donc il y a environ 800 pages, dont 400 sur les films. 400 pages, et Hervé, vous l'avez dit tout à l'heure, donc il y a une grande première partie de presque 200 pages sur la poésie, puis une bonne centaine sur ses scénarios. Et dans cette partie cinéma, il y a finalement, la plus petite place est destinée à Théorème et à Porcherie. Alors, et en revanche, il y a une centaine de pages auparavant destinées à tous ces appunti, tous ces films à sketch qui sont finalement les moins connus, les moins vus, évidemment. Comme toujours, les courts-métrages, on ne les voit pas. Si ce n'est, évidemment, heureusement, ça c'est la bonne invention du DVD, c'est qu'on les trouve. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport entre cet article de Danet glaçant et... Voilà. C'est intéressant. J'avais pas pensé à ça. Non, je peux répondre autrement. D'abord, sur la répartition des films... moi, je travaille avec ma subjectivité, donc j'aime moins Théorème. Porcherie m'était plus difficile quand j'ai commencé à écrire sur lui. Après, j'ai appris beaucoup de choses sur Porcherie en travaillant avec des acteurs qui montaient la pièce, qui n'est pas exactement le film, mais une partie du film. Et là, on commence à comprendre quelque chose. Mais sinon, c'est un film vraiment très, très hermétique, très difficile, mais qui aujourd'hui m'intéresse plus. Théorème, c'est pareil, ça m'intéresse moins. J'ai un peu le goût Caillet. Hein. Il y a un goût Caillet en France, un goût positif, un goût Caillet. Le premier livre était... Voilà, j'ai été publié au Cahier du cinéma, c'est vrai. Donc j'ai un peu un goût Caillet, c'est-à-dire Théorème me plaît un petit peu moins que d'autres films de Pasolini.
Pasolini. Voilà, j'aime mieux Acatone, j'aime mieux Salo et surtout La Ricotta. Vous n'avez pas dit que j'ai dû faire plus de 100 pages sur La Ricotta, qui est un petit court-métrage, mais qui est tellement sublime pour moi que c'est un peu le plus grand. Et donc, non, ce n'est pas à cause de poursuivre Serge Danet, pas du tout. Serge Danet, d'abord, je l'ai connu, et ensuite, quand j'ai écrit mon premier livre sur Pasolini, il est paru juste après sa mort. Et je dois dire que ça a été un de mes grands désespoirs. Parce que si j'écrivais un livre, c'était parce que je savais que Serge Danet pouvait le lire. Voilà, donc ça m'a fait mal finalement. Quand est paru mon livre, j'étais très heureux. C'était déjà un peu gros, j'étais content. Il y avait quelque chose qui existait. Mais alors, Serge Danet ne pourrait pas le lire. Il ne pourrait pas en parler dans l'IB. Il ne pourrait pas me dire même ce qu'il en pensait. C'est dur. La mort des gens, c'est vraiment très dur. Et voilà, donc ça, c'est pour dire comme ça. Mais néanmoins, je suis tout à fait critique avec ce qu'écrit Serge Danet. Et ce texte est magnifique. Alors, je l'ai exploité dans mon chapitre sur le film, parce que je trouve qu'il dit une chose formidable sur Théorème. C'est l'idée que c'est un film qui ne parle que de lui-même. Et finalement, j'ai trouvé d'autres interprètes qui avaient un peu la même idée, au fond, sans l'exprimer comme Serge Danet de façon si rapide et si fulgurante. Mais cette histoire d'article est vraiment très passionnante, parce que après coup, en regardant la chose de près, on s'aperçoit, alors les cahiers du cinéma aussi, vous avez dit, les cahiers du cinéma ont un problème avec Pasolini, ce qui est à moitié vrai, puisqu'il y a 2 périodes, il y a même 3 périodes. Donc il y a une première période où Pasolini est très méconnu, et c'est un cinéaste italien méconnu, et les cahiers du cinéma font des articles magnifiques sur ses premiers films, Acatone, etc. Ensuite, il y a toute une bande de gens qui vont comme Jean-Claude Biette, le principal, moi que j'ai bien connu, et qui est pour moi un grand cinéaste et un grand écrivain de cinéma, mais qui a été l'assistant de Pasolini, qui est parti passer plusieurs années en Italie, et il a ramené des informations, donc des articles, etc., sur Pasolini. Ensuite, il y a eu Bernard Ezenjitz, qui a fait le même travail de passeur entre l'Italie et la France. Après, il y a eu d'autres gens, Fieschi, Comoli, etc. Il y a les Corses, la bande des Corses. Il y a des gens qui ont été en Italie et qui ont ramené des choses. Donc, il y a eu une première période des cahiers qui a duré assez longtemps, jusqu'à Théorème, au fond, où Pasolini était vraiment... Et puis, Pasolini a été publié, son grand texte sur le cinéma de poésie a été publié dans les cahiers du cinéma après le festival de Pesaro. Donc, Pasolini, grand théoricien du cinéma, s'est publié tout de suite dans les cahiers. Donc, les cahiers du cinéma étaient vraiment pasoliniens. Et puis, en 68, Pasolini fait cette provocation, là, on peut le dire, extrême, puisque tout d'un coup, c'est la révolution étudiante anti-bourgeoise, et lui, qui n'a parlé que des sous-prolétaires, brusquement dit je vais faire la mimésis de la bourgeoisie milanaise. Donc tout ce que les étudiants détestent, tout ce qu'il faut détester officiellement maintenant, lui, c'était déjà fait depuis 30 ans. Et donc, il dit, OK, alors je vais vous montrer la bourgeoisie. Donc il se fait taper sur la tête. C'est pas seulement l'histoire du poème qui a été un coup monté par un journal. Je vous déteste, chers étudiants. Ça n'a jamais existé, en fait. Cette phrase a été ajoutée par les journalistes. Et il y a eu un scandale fabriqué par l'Espresso. Et donc ensuite, ça a duré jusqu'à la mort de Pasolini. Et les étudiants gauchistes considéraient que c'était un traître, qu'il avait trahi la révolution, qu'il n'était pas du tout un révolutionnaire, que c'était soit un vieux con communiste, soit un vieux con anti-gauche, etc. Ce qui était complètement absurde. Enfin, ceux qui réfléchissaient un peu ne pensaient pas comme ça, mais... Voilà. Et lui, comme il était un peu masochiste, il a continué là-dessus sans trop de problèmes. Il y a toute une série de textes d'ailleurs des années 69 qui est très intéressant, qui s'appelle Il Chaos, qui sont très très mal traduits, très très mal édités en français, malheureusement, mais ils existent. On peut quand même lire un peu ce qu'il écrit à cette époque. Voilà. Et alors les cahiers, tout d'un coup, ont détesté, pas sans doute pour des raisons politiques, puisqu'ils avaient viré tout d'un coup au gauchisme, alors qu'ils étaient quand même un peu de droite avant, autrefois. Donc c'était vraiment très étrange ce basculement brutal. Donc comme tous les néophytes, ils détestent Pasolini aussi. Peut-être pour ça, mais surtout, je crois, pour des raisons esthétiques. C'est un film
parabolique, policé. Enfin, c'est vraiment le contraire de Hackathon et Mama Roma. Donc, il n'aime pas ce style. Et après, ça dure pendant. Après, il n'aime pas les films de la trilogie de la vie. Et puis, Salo, ils oublient Salo. Et donc, c'est après la mort de Pasolini qu'il y a un rattrapage par Serge Danet qui fait une note sur Salo en disant nous avons quand même raté une grande chose qui s'est passée, qui est la fin du cinéma moderne, qui marque une époque, qui était etc. C'était une époque où il ne parlait pas de film de toute Voilà. façon. Mais en tout cas, si on regarde maintenant à la loupe, ça devient très très étonnant. Les cahiers du cinéma ont décidé qu'il fallait dire du mal de. Enfin, vous savez comment ça se passe dans les revues de cinéma. On décide en commission. Ce film-là, on doit dire du négatif. Qui va faire ou alors c'est toi qui vas faire l'article négatif. Ou alors on doit dire positif, c'est toi qui vas faire l'article positif. Donc là, en l'occurrence, on devait dire du mal du film et on l'a donné à Pascal Bonitzer, qui était un très jeune. Critique à l'époque. Et donc Bonitzer a sué pour faire ça s'appelle le Désert Rose. C'est Comolli. C'est Comolli le Désert Rose? Oui, non. Il y a Bonitzer, c'est Comolli. Non. Comolli, c'est l'autre. Alors, il y a le Carré Rose. Le Carré Rose et le Désert Rose. Alors, d'accord. Il y en a 4, en fait. Il y a 4 articles. Alors, il déteste le film, mais à la fin... Comolli de Venise, du et donc, Festival de Venise. ça s'appelle le Désert Rose. Oui, le Désert Rose. Et après, il y a le Carré Rose. Alors, le premier, c'est le Carré Rose. Ensuite, il y en a 3 autres. Donc, le Carré Rose, c'est un texte qui dit du mal en disant c'est un mauvais film. Enfin, comme on fait dans les cahiers du cinéma, quand on dit ça, c'est pas bon pour nous. Voilà, c'est de la crotte, c'est pas bien. Donc voilà. Donc Bonitzer est là pour les basses œuvres. Il fait son article et il dit du mal du film un peu en suant parce qu'il l'a raconté après. Ensuite, un type inconnu qui était parti à Katmandou, etc., qui s'appelait Serge Danet, arrive et envoie son premier article, écrit à la main dans une petite écriture parfaite, et c'est celui dont vous parlez. C'est le premier article que Serge Danet a publié dans les cahiers du cinéma. Et tout d'un coup, la rédaction reçoit ce texte de ce type qui était un ami, mais lointain, qui avait disparu, et tout d'un coup, il donne son premier article, et il publie l'article, qui est un article très bon. Donc, qui désavouait complètement, au fond, d'une certaine manière, qui disait un peu le contraire de la façon de celui de Bonitzer. Et puis après, Bernard Eisenjitz, fait encore un autre texte sur ce film, et puis Comolli en fait un 4e. Donc à la fin, ce film qui devait être pas traité comme ça, bénéficie de 4 articles sur quelques mois dans les cahiers du cinéma. C'est vraiment une exception totale, c'est très très bizarre. Et à la mort de Serge Danet, il y a eu un numéro spécial d'hommage à Serge Danet fait par les cahiers du cinéma. Et à l'époque, tout le monde a témoigné en disant Serge Danet, c'était ceci, c'était cela. Et Bonitzer a fait un grand article qui raconte l'histoire, cette histoire que je viens de vous raconter, et qui dit c'était mon article, on m'avait dit de faire un mauvais article, je l'avais fait. Et puis ensuite arrive l'article de Danet, et là, je me suis senti une merde. Mais c'est lui qui le dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est lui qui dit je me suis vraiment senti une merde parce que cet article était d'une invention extraordinaire. C'est pas qu'il disait du bien du film, vous avez raison, il dit pas du bien du film, il dit des choses assez violentes sur le film, mais il voit qu'il y a quelque chose à faire avec cette forme étrange fabriquée. Oui, bon, mais enfin, j'avais ajouté une autre question qui était justement ce très long développement autour de ces films courts. Notamment la Ricotta et puis les autres que vous nous redonnez à voir, malheureusement, ou à lire plus exactement. Et donc ce très long passage, qu'est-ce que vous avez appelé les Appunti. Oui, non, mais le titre de votre chapitre, c'est je sais pas, de la vie et des marionnettes. De la vie des marionnettes. De la vie et des marionnettes. De la vie et des marionnettes. Ouais. Parce que les marionnettes, c'est les petits films où on voit des marionnettes vivantes, Che cosa sono le nuvole et La Terra vista dalla luna, qui sont des petits films en couleur que Pasolini a fait pour des films à sketch, qui sont des petites merveilles et que généralement on passe aujourd'hui depuis longtemps après sa mort avec la Ricotta comme les 3 films comiques de Pasolini, qui sont 3 courts-métrages. Qui sont des choses de génie, enfin pour moi, qui sont les 3 films sublimes de Pasolini. Et puis de la vie, c'est ce qu'on appelle documentaire. On pourrait dire la veine documentaire de Pasolini, mais qui est un peu plus que documentaire, quoi. Ou alors c'est un documentariste anormal, un peu. Et donc c'est des films, c'est tous ces films qu'il a fait qui sont aussi des films sur un film à faire. Il a inventé cette forme qu'il avait déjà inventée en littérature et qu'il a
repris finalement avec son dernier roman, Pétrole. Pétrole dépend complètement de cette expérimentation de non finito, comme en peinture. C'est-à-dire qu'on fait un tableau volontairement non fini, où des endroits ne sont pas colorés, et c'est la même chose. Et là, c'est aussi l'idée que le film n'existe pas. J'ai fini par comprendre, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai fini par comprendre l'idée que ce film sur un film à faire, c'était pour essayer d'inventer une espèce de film, non pas idéal, mais un film qui n'existerait jamais. Donc, par exemple, Appunti per un'orestia africana. Carnet de notes pour une Orestie africaine. C'est un film qui dit je veux faire une Orestie avec des Africains et transposer l'histoire de la décolonisation en Afrique avec l'Orestie d'Eschyle. Et donc, il dit, voilà comment je vais faire. Et je vais chercher des lieux et je vais chercher des corps. Je vais faire du casting et je vais faire du repérage. Et le film montre du casting, montre du repérage. Il dit, lui pourrait être Oreste, lui, etc. Là, les grands arbres, ça pourrait être les Ménades, ou les Érinies, etc. Et puis, eux, ils pourraient faire la musique et cette musique pourrait être dans le film. Et puis, ça s'arrête là. Et en fait, il n'y a jamais eu d'Orestie africaine. Pasolini n'a jamais tourné l'Orestie africaine et on peut même penser qu'il n'a pas voulu faire l'Orestie africaine. Et en tout cas, pour d'autres scénarios, c'est sûr qu'il n'a pas voulu faire ce film prévu et seulement le film sur un film à faire. Et je me dis que peut-être c'est une manière radicale de parer à toute censure. C'est-à-dire qu'on ne peut plus censurer, on ne peut plus nier un film qui n'a jamais existé, au fond. Donc on tourne autour d'une sorte de film qui n'existe pas. Et c'est une forme inventée qui a fait son chemin dans l'histoire du cinéma. Après, il y a des gens qui ont fait des films assez ressemblants avec ça, même Godard. Scénario du film Passion, par exemple, c'est évident que c'est non pas inspiré directement, mais que c'est le même esprit que Pasolini avait inventé avec ses films essais, voilà, et qui sont des documents généralement en noir et blanc, parfois en 16 mm, faits dans différents pays du monde, en Inde, en Afrique. Voilà, ça c'est une série de films que j'ai mis ensemble parce que ça peut faire c'est Jean-Claude Biette qui avait appelé ça le cycle des appunti, parce que beaucoup avaient comme titre appunti per, donc notes pour, etc. Et Pétrole, si vous avez lu Pétrole, Pétrole est fait de appunti 1, 2, 3 jusqu'à 120, je crois à peu près. Voilà, donc ce sont des notes. Et Pétrole se donne comme un roman qui ne serait pas fini, qui ne doit pas être fini. Voilà. De la même façon, Pasolini a suivi cette voie, cette veine du film non fini, et ce sont les appunti. Et effectivement, je les ai mis ensemble parce qu'ensemble, ils forment quelque chose d'une sorte de filmographie parallèle. Alors évidemment, on peut aussi les prendre à chaque fois. Il fait un film, il fait l'Orestie africaine, et on peut le mettre avec Médée et Oedipe Roi. C'est-à-dire ça forme une trilogie antique. Donc ça forme les trois grands tragédiens grecs sont adaptés. Donc on peut les prendre à chaque fois avec les films en couleur de fiction qu'il fait à la même époque, mais on peut aussi les prendre à la suite et ça forme une sorte de vraie filmographie parallèle très intéressante. Alors bon, bien entendu, mais vous en parlerez tout à l'heure, il y a un très long développement sur Salo, mais on vous laissera, on vous écoutera à la Cinémathèque. Moi j'ai une dernière question, et ça a encore un peu de trait à damner, mais c'est à propos de télévision, parce que quand même on sait l'apport de Danet à la connaissance du mode télévision. Pasolini, c'était autre chose, il y avait une autre... Lui, on ne regarde pas les apports. Enfin, Pasolini n'a regardé que le dégât que ça allait opérer, notamment sur les questions de culture qu'on évoquait tout à l'heure, ce fameux génocide. La télévision étant probablement l'arme principale de ce dit génocide. Voilà. Est-ce que la télévision est un texte qui a beaucoup compté pour vous? J'ai publié un livre autrefois qui était une série de traductions qui voulait donner une idée justement de textes de Pasolini qui seraient des textes d'intervention politique, disons de critique, ce que j'appelle la critique politique de Pasolini, qui est souvent de la critique de mœurs ou des choses dans les journaux. Il a beaucoup publié ce type de texte, et on connaît en France, on connaît les lettres luthériennes et les écrits corsaires, mais en dehors des lettres luthériennes et des écrits corsaires, il y en a 2 ou 3 fois, encore plus, il y a une somme de textes importants. Donc j'avais fait une anthologie de ces textes de critique politique que j'avais appelée
contre la télévision. Globalement, d'un titre de Contre la télévision, et qui était un des textes, un texte inédit d'ailleurs, qu'il n'a jamais publié, mais qu'il a écrit un peu de rage pendant le mois où il a été malade. Il a eu un ulcère. Qu'il a immobilisé chez lui, donc chez sa mère, il habitait chez sa mère, et donc il y avait sa mère, sa tante et lui, et puis il y avait la télévision. Donc pendant un mois, le seul mois de sa vie, il a vu la télévision le soir. Et donc, il a écrit de rage un texte très très long qui s'appelle Contre la télévision et qui dit que c'est le fond de l'enfer, que c'est la fin de toute la culture, que c'est l'abomination, etc. Il a dit aussi qu'il faisait des petites propositions swiftiennes. Je ne sais plus où c'est, je crois que c'est dans les lettres luthériennes. Les propositions swiftiennes, c'était il faudrait abolir la télévision et l'enseignement obligatoire, et peut-être le monde se porterait mieux. Je ne sais pas pourquoi l'enseignement obligatoire en même temps, lui qui avait été instituteur, professeur, et six professeurs au fond. Mais je pense que ça tient à l'idée de l'alphabétisation aussi. Je sais pas. Non, je sais pas très bien ce que ça voulait dire, mais pour la télévision, ça paraît assez clair. Après, les relations de Pasolini à la télévision, ça vaudrait la peine d'en faire des livres entiers. Hein. Je crois qu'il y a au moins un colloque sur la question. Il est aussi apparu à la télévision. Moi, l'idée que j'en ai, pour avoir vu à peu près, pas tout, hein, mais parce qu'il est apparu pas tant de fois que ça, mais quand même un peu, c'est que moi, je trouve qu'il a comme c'est le dernier poète expressionniste, c'est le dernier homme, le dernier intellectuel ou le dernier artiste à n'avoir pas été rhabillé par la télévision, c'est-à-dire à avoir échappé au piège de la télévision qui vous fait apparaître comme un certain type de personnage. Et ça se voit. Alors d'abord, ça se voit pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il a vraiment été attrapé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on a fabriqué une sorte de fantôme de lui-même qui n'avait pas grand-chose à voir avec sa personnalité, mais par les journaux. Donc c'est un des derniers intellectuels, je trouve, à avoir été, comme les stars hollywoodiennes, hein, c'est-à-dire on lui a fabriqué ce qu'on appelle une persona aujourd'hui, un truc qui n'est pas lui, mais qui est un fantôme que les gens voient de lui. Mais ça a été fait par les journaux à scandale, par les journaux cléricaux, mais très peu par la télévision. Et ensuite, deuxièmement, on le voit de temps en temps apparaître sur un plateau de télévision. C'est arrivé quelques fois. Et il y a quelque chose, c'est un peu comme Godard sur les plateaux de télévision. Ça aussi, Godard faisait le clown sur les plateaux de télévision. Tous ceux qui ont vécu les années 80, en gros, hein, l'ont vu beaucoup à la télévision, en train de faire un peu le clown pour résister finalement en étant filmé à la télévision, pour dire que la télévision c'est de la merde. Enfin, il faisait un peu ça, Godard. Et Pasolini a fait comme ça, sans le dire comme ça. Lui, il avait un corps qui semblait ne pas tenir. Je ne sais pas comment le dire. On sent qu'il n'est pas un objet capté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est difficile à exprimer, mais c'est un sentiment que j'ai quand je le vois à la télévision. Il y a quelque chose, il a l'air toujours de se demander ce qu'il fait là, de regarder ailleurs, de ne pas être là où on l'interroge, etc. Voilà. Donc je trouve qu'il a une relation historiquement un peu décalée, hein, comme s'il était né avant l'invention de la télévision, quoi. Après, voilà, il a jamais travaillé pour la télévision. Il y a eu une chose qui s'est faite, deux choses qui sont faites avec la télévision, qui sont merveilleuses, mais qui ne sont pas de la télévision, quand on y réfléchit, fondamentalement, qui sont tournées en 16 mm avec une équipe de cinéastes venant du cinéma. Voilà. C'est Un'ora con Ezra Pound, c'est-à-dire une émission où il parle avec Ezra Pound. Donc il va parler pendant 1 heure à Ezra Pound tout en le dessinant, tout en lui offrant un poème, etc. Ouais, c'est une chose extraordinaire. Et ça a été fait par la RAI, mais par un type qui était très bien, et ça n'a pas... Non, oui, je sais pas où c'était d'ailleurs. Je crois que c'était pas à Venise. Ils étaient ailleurs, mais en tout cas, il y a voilà, et le vieux Ezra Pound. Et puis l'autre chose, c'est un film qu'on considère aujourd'hui comme un film de Pasolini, que moi je mets dans Ezra Pound, je peux pas le mettre dans la filmographie de Pasolini. C'est vraiment lui comme acteur, mais acteur d'un documentaire télévisé. Mais il y en a un autre que moi je mets volontiers dans la filmographie de Pasolini, qui est Les Murs de Sanna,
qui est une discussion, disons, un problème écologiste. Pasolini avait d'ailleurs acheté une maison qui était une vieille tour pisane en plein milieu d'un... On l'a visitée d'ailleurs il y a pas si longtemps, là, il y a 2 ans. Maintenant, on peut plus. Elle a été revendue encore, mais il y a une association qui la faisait visiter une fois par an, comme ça. Donc, j'ai pu la voir un jour. C'était très beau. Oui, aujourd'hui. Ah bon? Depuis qu'elle a été rachetée, là, ou du coup? Ouais. Ah bon? Ah, elle a été saccagée. Ou non vendue, alors, finalement, peut-être. Ou alors celui qui l'a acheté la laisse dépérir. Ah d'accord. Ah ouais. Non, moi je l'ai visitée, elle était encore en très bon état. D'accord. Donc c'est le lieu où voulait vivre Pasolini en 75, où il voulait finalement rester beaucoup plus souvent. Et à côté de cette... pas très loin, il y a Viterbo, et à côté de Viterbo, il y a... qu'est-ce que je dis, les Mura di Sana. Les Mura di Sana, Sana c'est en Érythrée, pardon, mais les deux se mêlent. C'est-à-dire qu'il y a des images de Sana qui sont à l'intérieur de la forma d'Orte. C'est sur Orte, la ville de Orte. Et donc il y a ce document sur la ville de Orte, qui était en fait une émission de télévision, déjà faite par quelqu'un qui était une élève de Roberto Longhi, une historienne de l'art assez intéressante, et qui avait fait cette émission où on offrait à un homme de lettres, par exemple, ou un homme politique, on lui offrait de faire un film sous sa direction, qui soit passé au moment de l'émission, quand on le faisait parler dans l'émission. Ça s'appelait Io e, moi et. Et Pasolini a choisi moi et la forme de la ville. Et la forme de la ville, c'était la forme de la petite ville de Orte, qui est une très belle petite ville sur une petite colline. Et ce qu'il voulait montrer, c'est qu'on avait construit des immeubles à droite et à gauche qui cassaient la vision immémoriale de cette ville magnifique. Voilà. Et donc, il prend la caméra, il met Ninetto à côté de lui et il fait un panoramique. Un panoramique pour montrer, voilà, et ici, ça va plus. Voilà. Et donc, c'est une espèce de leçon de cinéma. Et la personne qui était un cinéaste expérimental qui faisait ce film pour la télévision, en fait, a raconté à mon ami Roberto Chiesi, il y a très 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 longtemps, qui lui a demandé, a raconté que pour lui, c'était un film de Pasolini, parce qu'en fait, comme Pasolini était cinéaste, et comme il s'était emparé de la caméra, il avait tout fait, au fond, lui, il avait prêté son nom, mais le film était vraiment de Pasolini. Donc c'est pour ça qu'on peut le mettre sans problème dans la filmo de Pasolini. Voilà, ça c'est le film... écologiste de Pasolini, le plus écologiste de Pasolini. Alors, je vais continuer avec un autre mot, et c'est le mot icône, parce que finalement, tout le monde dit, mais ça y est, c'est devenu... c'est terrible, je ne pense pas que Pasolini soit devenu une icône. Je pense que beaucoup aimeraient qu'il soit devenu une icône. Aujourd'hui, il est iconique. Il est au moins iconique. Le nouvel adjectif. Ne serait-ce que Pignon Ernest, mais bon. Et je pense à une autre, mettons, icône, pour reprendre ce terme, qu'on va laisser... En plus, Pasolini, des icônes, il en avait quand même, il avait une certaine science des icônes, lui, mais des vraies icônes. Alors donc, il y a un autre poète à qui on pourrait attribuer ce mot, c'est Rimbaud. Et je citais Rimbaud à propos du terme illumination. Parce que là aussi, hier, ou avant-hier, je ne sais plus, dimanche, pardon, en regardant Salo et que je ne reverrai pas ce soir, donc, parce que je préférerais l'avoir revu. Je n'ai pas vu depuis 76, pardon, à la Pagode. Bon, je vous laisserai, j'espère que vous serez nombreux à aller voir ce film ce soir à la Cinémathèque, mais voilà, préparez-vous. Et donc, dans les accompagnements de Salo, dans les suppléments, il y a donc un film dont j'ai perdu le titre, qui est... oui, sur le DVD... bon. Un entretien de Pasolini. Alors, il y a des extraits en noir et blanc du tournage, et puis un entretien. Avec Gideon Bachmann. Qui est formidable. Formidable. Et dans cet entretien, je crois que c'est dans celui-là, il dit c'est inexprimable et je ne peux l'expliquer. L'illumination représente l'idée formelle du film. Il répète à plusieurs moments ce mot d'illumination. J'ai trouvé ça très frappant, mais que je dis vraiment plusieurs fois, c'est 7 ou 8 fois il prononce ce mot d'illumination.
Voilà. Ah oui, Je ne sais pas si, Hervé, vous avez quelque chose à dire à ce propos, parce que très intéressant. c'est très surprenant. Oui, c'est très intéressant. Oui. Ce terme est très surprenant. Illumination, il faudrait savoir... et on l'entend en italien, illumination. Oui, absolument. Rimbaud, c'est le tout début de Pasolini, puisque il raconte que dans son enfance même, un professeur a lu Rimbaud et que ça a été décisif. Et que lui-même, sa mère lui a fait écrire des poèmes à 7 ans, parce qu'elle était institutrice et elle faisait écrire, et qu'il se voit comme un poète de 7 ans. Un poète de 7 ans qui est une expression rimbaldienne. Donc oui, il y a une identification à Rimbaud comme à d'autres. Donc ça, c'est un fait, que Rimbaud ne lui est pas étranger, c'est certain. Pour Salo, moi, ce que j'avais repéré, c'était pas illumination, mais du coup, c'est très proche. C'était... je ne saurais plus là. C'était... non, du coup, je ne vais pas savoir. Un autre poète français, même genre. Bon, ça fait rien. On met sur une table d'opération, d'accord, Lautréamont, merci. Et donc, il dit que c'est une aventure à la Lautréamont, Salo. C'est-à-dire que, ouais. Et donc, je pense que c'est pas très loin de cette idée. C'est comme, ça me fait penser à Apollinaire. Il y a quelque chose à fouiller là avec des poètes français, symbolistes et issus du symbolisme qui ont à voir avec une certaine forme de la relation à l'image de Pasolini. Et donc, c'est Lautréamont qui lui vient en expliquant que il y a cette idée, vous savez, qui est que le roman de Sade se passe quand même à un autre siècle. Le livre de Sade, Les 120 journées de Sodome, se passe quand même au XVIIIe siècle. Et puis, au moment de la Révolution française, un peu avant, un peu après, puisque Sade est en prison quand il l'écrit, et à la Bastille. Et ensuite, Pasolini, lui, choisit de le situer en 1944-1945 dans la République nazi-fasciste, qui s'appelle nazi-fasciste de Salo. Donc Mussolini plus les nazis. Donc le comble du comble du fascisme possible historique. Et donc quel rapport entre les deux ? Ça a beaucoup inquiété les gens. Mais une des solutions qu'il donne, c'est que c'est un exercice à la Lautréamont. C'est-à-dire ce sont deux choses qui n'ont rien à voir et donc qui vont être mis sur une table d'opération et qui vont produire une étincelle ou une illumination. Voilà. Je pense que c'est ça l'idée, c'est qu'il y a quelque chose à fabriquer qui va donner quelque chose. Après tout, on ne peut pas savoir avant très exactement ce que ça va donner. Je pense d'ailleurs que Pasolini n'a pas su exactement ce qu'allait donner Salo, selon le témoignage de Hélène Surgère que j'ai vu en photo là. Hélène Surgère m'avait raconté ça. Je trouve que c'est un témoignage fondamental. C'est qu'elle-même a donc tourné dans Salo, comme actrice française avec Sonia Saviange. Pasolini les a pas lâchés, donc ils ont déjeuné tout le temps ensemble, etc. Et puis il est mort, et ça a été un drame, une tragédie même. Et puis le film est sorti, lui était mort, et elle est arrivée, et elle a vu devant le public un film qui est d'une violence extraordinaire pour le public. Et aucun des gens qui ont participé à ce film pouvait imaginer que ce film fasse cet effet-là. Et ce qu'elle dit, elle dit que le film s'est retourné quand même sur lui-même, en quelque sorte, s'est retourné contre lui-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, j'en ai confirmation aussi par le fait que Pasolini, dans un interview peu avant la fin de Salo, parle de comique. Dit qu'il y aura des moments comiques qui modifieront un comique peut-être glacé, peut-être noir, mais qui modifieront la sensation qu'on a dans le film. Or, c'est pas vrai. On n'a pas du tout de rédemption par le comique dans ce film, à aucun moment. Et donc, il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il a fabriqué un objet qui lui-même a fait son chemin, a fabriqué une chose difficile à connaître à l'avance. Oui, Hélène Surgère, ce qu'elle dit est formidable dans ce film où il y a donc ce film d'entretien. Et elle dit, mais on a tellement beaucoup ri pendant le tournage. Ah oui, elle le dit aussi dans le... Elle dit, on a beaucoup ri pendant le tournage. Alors curieusement, et si on se réfère à nouveau à cet entretien
pardon, toujours, j'avais oublié l'existence de Philippe Bouvard. De Philippe Bouvard avec Pasolini. À un moment donné, Philippe Bouvard, il l'interroge là-dessus et il lui dit, mais quand même, vous avez tourné avec des enfants, avec des jeunes gens. Et ils sont un peu masochistes. Il dit, bon, alors lui, il répond, bah oui, admettons, ils sont masochistes. Bon. Enfin, et finalement, ça n'a pas plus de sens que... Non, ça c'est la réponse à Bouvard, hein, parce que pour ceux qui ont connu Philippe Bouvard, quand même, vous vous rappelez de ce que représentait Philippe Bouvard. Et quand on entend Surgère, voilà, on se dit, mais... Ouais. Et moi, je me souviens du témoignage de Jean-Claude Guiguet, qui était un autre cinéaste et un autre écrivain, de la bande avec Ali, un autre écrivain de cinéma magnifique, et qui a été qui a été témoin du tournage de Salaud pendant quelques jours. Il a vu quelques jours du tournage de Salaud. Il était ami avec Biette, qui travaillait aussi à la post-synchronisation. Et lui, il raconte d'ailleurs dans un article, je crois, dans Cinématographe, juste après la première fois qu'on voit le film, c'est-à-dire au Festival de Paris fin 1975. La première fois au monde où on voit ce film, c'est seulement à Paris. Et ensuite, pendant un an, il n'est passé qu'à Paris. Il a été interdit partout ailleurs dans le monde. Et les Italiens venaient le voir là où vous l'avez vu. Mais la première de Salaud... C'était l'Empire, ça s'appelait. Ah ça, je pense, oui. C'était le Festival de Paris, voilà. Et donc, c'était Henri Chapier qui dirigeait, etc. Et... on a montré sur l'écran cet extrait d'un petit morceau de télévision de quelques minutes qu'aujourd'hui on cite souvent, parce que c'est la dernière interview de Pasolini de son vivant par Philippe Bouvard. Et ce que raconte Guiguet, c'est que ça a chauffé la salle d'une manière extraordinaire, parce que les gens ont crié, sifflé, étaient furieux, parce que c'était le comble de la provocation débile, des questions stupides, de toute la vulgarité française, et puis Pasolini en face, quoi. Et que c'est exactement le contraire de ce qu'il voulait. Les gens venaient pour Salaud. Je dois ajouter que, je crois qu'on l'a raconté avec Marianne dans notre article, dans le numéro des Cahiers du cinéma, qui a eu l'intelligence de mettre Pasolini et Fassbinder ensemble, parce que c'est un anniversaire de la mort de Fassbinder cette année. Je crois qu'on l'a raconté. Hein. On raconte que le jour où est sorti Salaud pour la première fois au Festival de Paris, en fait, juste avant, il y avait Maman Custer s'en va au ciel de Fassbinder. Et que Fassbinder a dû être extrêmement malheureux. En même temps, il adorait Salaud. Hein. Il a adoré ce film. C'était le plus grand film, mais par contre, ce qui lui est arrivé, pour un cinéaste, c'est très dur, c'était la première sortie de son film, Maman Custer s'en va au ciel, et à la fin du film, toute la salle s'est dérangée, parce que, en fait, tous les gens sont entrés en masse pour avoir de la place pour le prochain film, qui serait Salaud. Et tout le monde voulait voir Salaud, et donc la fin a été complètement dérangée. Mais justement, c'est formidable, parce que la fin de Maman Custer s'en va au ciel, si vous le revoyez, ce Fassbinder, il y a une fin qui n'est pas une fin, quoi. Et il y a plusieurs fins alternatives. Il y a des fins alternatives et il y a une fin impossible. Donc ça s'en va au ciel, quoi. Voilà. Donc la fin, elle est en enfer, voilà, c'est ça. Donc la fin de Maman Custer s'en va au ciel mène à la vision de Salaud. C'est quand même un peu... Ouais. Donc ce soir, à la Cinémathèque, dans le cadre des films qu'il faut avoir vus, et là vraiment ça s'applique, ce titre donné par Franck Lubé à son cycle « Les films qu'il faut avoir vus » s'applique particulièrement à Salaud. Bon, maintenant, voilà, je ne sais pas quoi dire. Bon, voilà, il faut l'avoir vu. De toute façon, il faut y aller. Donc il y aura une présentation... ce soir par Hervé Joubert-Laurencin de ce film. Hier, Franck, donc il y avait, juste je voulais annoncer qu'hier il y avait, dans le cycle des films qu'il faut avoir vus, il y avait une soirée consacrée à Alain Resnais. Et comme nous avons largement évoqué, quand même, Hervé, vous l'avez fait, Jean-Claude Biette, je voudrais citer je crois que vous le citez aussi dans votre livre. Donc Jean-Claude Biette a écrit « Nuit et brouillard et Salaud sont les deux films que devrait voir tout spectateur qui aspire à devenir citoyen ». Voilà. Bon, alors,
CQFD. Voilà, donc CQFD. Donc ce soir, voilà. Alors évidemment, il fait sûrement allusion aux citoyens de Sade, mais bon. Oui, bien sûr. Mais bon, donc, ce encore soir, un effort pour être révolutionnaire. Et je vous remercie. Nous vous remercions, Hervé. Maintenant, il y a beaucoup de travail. Il reste 800 pages pour vous à lire d'Hervé Joubert-Laurencin, parce que finalement, on a parlé autour de Pasolini. Maintenant, il reste à lire. Merci, ce livre est formidable. Et je remercie évidemment votre éditeur, parce que c'est un livre aussi vraiment magnifique dans sa fabrication. Voilà, donc les éditions Macula à Paris, qui font un magnifique travail, on le sait. C'est quand même la 3e fois que vous venez avec eux. C'est le même papier que le Bazin. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Vous avez pu écouter une rencontre avec Hervé Joubert-Laurencin, auteur de l'ouvrage Le Grand Chant, Pasolini, poète et cinéaste, paru aux éditions Macula, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 14 septembre 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio.